Merci. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui me connaissent, ils vont pas être surpris que je parle d'activité physique. Là où ça va être un peu plus surprenant, c'est que je vais parler de bêta-thalassémie. Et pour le coup, je suis nul là-dedans, mais je vais quand même me lancer. Alors, l'histoire est partie que, effectivement, vous avez tous su qu'on est parti sur les programmes d'activité physique dans la drépanocytose. Et puis, ben, on m'a posé plusieurs fois la question quid de la bêta-thalassémie, et puis à force qu'on me pose la question, et ben, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir une étudiante qui s'y soit intéressée et qui a fait une petite revue de questions. Et finalement, on s'est aperçu de deux choses. Il y a quand même des éléments intéressants dans la littérature, mais que finalement, la littérature reste relativement pauvre. Alors, vous aurez le plaisir de lire son papier qui a été soumis, il y a dans pas longtemps, j'espère. Mais voilà, en tout cas, ça a été la base de la réflexion pour aujourd'hui. Alors, je vais faire un rappel plus que rapide sur la physiopathologie. Donc, vous avez ici la prévalence géographique de la maladie. Donc, c'est une mutation génétique. Et puis, ben, du coup, on se retrouve avec une faible production, voire pas de production de chaîne bêta de l'hémoglobine. Alors, quand on regarde en gros ce qui se passe, on a d'abord en fait une réduction donc, de la production de la chaîne bêta. Donc, il y a une inefficacité de l'érythropoïèse, mais surtout en fait une imbalance entre l'alpha et la bêta, et l'alpha étant en trop grande quantité étant problématique. On se retrouve avec de l'hémolyse. Cette hémolyse entraîne du stress oxydant qui lui-même favorise l'hémolyse, ce stress oxydant rend l'érythropoïèse encore plus inefficace. Au bout du compte, on se retrouve quand même avec une anémie et une hypoxémie. Alors, pour lutter contre ça, on va utiliser la transfusion sanguine pour les bêta-thalassémies transfusion dépendantes. Sauf que quand on fait ces transfusions, eh ben, on a un fort risque de surcharge en fer, qui est majoré par le fait qu'il y a une absorption plus importante au niveau intestinal du fait de la réduction de l'hepcidine. Alors, pour lutter encore contre cette surcharge en fer, eh ben, on va utiliser des chélateurs. Et on va voir que tout ça, eh ben, ça a un certain nombre de conséquences. Alors tout d'abord, bah, le rôle délétère de la surcharge en fer, c'est bien connu, hein, mais ce qui, moi, va m'intéresser, c'est d'abord tous les organes impliqués dans l'activité physique, dans l'aptitude physique, ou toute la chaîne qui est mise en route au moment où je vais faire de l'activité physique. Et quand je parle d'activité physique, hein, c'est aller faire mes courses le matin, monter l'escalier pour aller au troisième étage parce que j'habite au troisième. C'est tout ça, en fait, l'activité physique. C'est passer son balai, passer l'aspirateur, voilà, tout ça, ça en fait partie. Et ben on s'aperçoit qu'en fait, les poumons sont touchés, le cœur est touché, les os sont touchés, les muscles et les nerfs. Alors, d'ailleurs, on est tombé un peu de l'armoire quand on a fait la littérature parce que il y a un article qui fait référence en disant bah, il y a 30% de patients pardon, bêta-thalassémie transfusion dépendants qui en fait ont des neuropathies périphériques et voire de la myopathie. Ils annoncent de la myopathie, alors c'est plutôt de la sarcopénie. Et encore une fois, la littérature elle est tellement mal renseignée qu'on se pose quand même beaucoup de questions. Mais c'est rapporté. Alors simplement, je vous montre ici un petit schéma hein, sur un indice de contractilité cardiaque. Où vous voyez que l'année précédant le screening du patient, et ben, plus vous avez ajouté du fer, et ben, plus son indice de contractilité cardiaque est diminué. Donc ça montre bien qu'en fait, la surcharge en fer peut poser problème. Il pourrait même se poser la question d'un effet délétère de la chélation, notamment sur le muscle. Alors, il y a une étude qui rapporte des sarcopénies générales ou des sarcopénies sévères et qu'il y a une corrélation avec le traitement de chélateur. Alors, l'étude toujours n'est pas très très bonne parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est un lien direct de la chélation et du chélateur ou si c'est un effet indirect. On prend plus de chélateur parce qu'on a plus de surcharge en fer et auquel cas, en fait, c'est la surcharge en fer qui est la cause réelle. Mais en tout cas, cette étude rapporte une corrélation avec la chelation. Donc, ce sera des choses à creuser. L'autre élément intéressant dans l'activité physique, c'est qu'en fait, il aide à démasquer les anomalies. Alors, c'est pas nouveau, c'est pas que dans la bêta-thalassémie, c'est bien souvent le cas, mais là aussi on le retrouve. Là, si vous regardez par exemple cet indice cardiaque, encore, là c'est la dysynchronie, l'index de dysynchronie systolique au niveau ventriculaire gauche. Vous voyez qu'en fait, au repos, il n'y a rien qui se passe.
Et en fait, c'est au niveau de l'effort physique que vous voyez la différence entre les patients bêta-thalassémiques et les sujets contrôle. Cette autre étude montre à peu près la même chose. Quand on est au repos, on n'observe rien. Et c'est quand on est à l'effort physique que l'on observe la différence entre les sujets bêta-thalassémiques et les sujets contrôle. Donc l'activité physique permet de démasquer un certain nombre de choses inapparentes lorsqu'on est en condition de repos. Il y a des réponses physiologiques anormales à l'effort. Il n'y en a pas beaucoup. Encore une fois, la littérature est un peu pauvre. Là, ce que l'on remarque sur ce papier, c'est que par rapport à normalement, ça c'est la population générale, donc c'est la réponse du débit cardiaque en fonction de l'intensité de l'effort. Alors là, ils ont mis l'intensité de l'effort en fonction de la consommation d'oxygène, mais c'est la même chose. On s'aperçoit que le débit cardiaque, il augmente beaucoup plus vite chez les patients bêta-thalassémiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la différence artério-veineuse de l'oxygène, c'est-à-dire l'extraction périphérique de l'oxygène, eh ben, elle est bien moins bonne chez les patients transfusion dépendants, même après transfusion, que chez les sujets contrôle. Ce qui suggère que non seulement il y a des problèmes cardiaques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a certainement un problème périphérique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le muscle est certainement touché, puisque le muscle n'est même pas capable d'extraire l'oxygène qui lui arrive. En tout cas, il n'est pas capable de l'extraire et pas capable de l'utiliser, ou en tout cas dans de moins bonnes conditions qu'un sujet contrôle. Ça, c'est une épreuve d'effort classique, c'est-à-dire en fait là, je pars du repos et je me mets à l'effort physique sur une puissance donnée, et ma consommation d'oxygène, elle augmente de manière exponentielle, puis elle plafonne. Du moins, elle atteint un plateau. Pour le coup, on n'est pas au maximum, donc c'est un plateau. Et vous voyez qu'en fait, la constante de vitesse, ou le taux, si je l'exprime en secondes, et non pas en minutes moins 1, mais la constante de vitesse ou le taux pour monter à l'état stable, et ben, il est beaucoup plus lent chez le patient que chez les sujets contrôle, ce qui montre en fait une désadaptation à l'effort qui pourrait être creusée, encore une fois, chez le patient bêta-thalassémique, transfusion dépendant. Alors bien évidemment, tout ça, ça donne des limites à l'effort. Donc vous avez tous peut-être entendu parler du seuil anaérobie, qu'on utilise très peu maintenant, mais c'est un indice de l'aptitude physique. Nous, on avait eu l'habitude, maintenant, les physiologistes de l'exercice, on appelle plus ça le seuil lactique, en l'occurrence le seuil lactique 1, ou le seuil ventilatoire 1. On n'utilise plus le terme anaerobic threshold, mais bon, il est encore dans la littérature présent. Et en fait, on s'aperçoit que votre volume de l'atrium, plus il est élevé, plus votre seuil anaérobie est bas, et c'est pas très bien. En ce qui concerne la consommation d'oxygène, plus la consommation d'oxygène donc elle est élevée, et ben on s'aperçoit qu'effectivement la surcharge en fer est plus importante. C'est bizarre, je m'attendais à l'inverse. Bref. Ouais. L'aptitude physique et la qualité de vie. Ouais, je me prends mon propre jeu là, dans l'affaire. L'aptitude physique et la qualité de vie. Alors, ce que je vous ai montré, c'est la suite. C'est la suite du graphique de tout à l'heure. Donc, quand on a de l'anémie, eh ben, effectivement, on est fatigué. Ce qui induit en fait un style de vie un petit peu sédentaire. Pareil, on a réduit l'aptitude physique. Quand on a une surcharge en fer, on a des anomalies au niveau des os, on a des anomalies cardiaques, on a une dysfonction musculaire, et tout ça réduit son aptitude physique. Alors quand on réduit l'aptitude physique, on est de plus en plus sédentaire. Quand on est sédentaire, on se déconditionne, et quand on se déconditionne, on réduit son aptitude physique. Et donc là, on est dans un cercle vicieux où en fait, on réduit sa qualité de vie. Et encore une fois, la chélation, elle vient jouer sur la dysfonction musculaire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la sarcopénie. Alors, quels pourraient être des rôles putativement bénéfiques de l'aptitude physique régulière? Ce ne sont que des hypothèses, ce sont des élucubrations récentes qui nous sont arrivées. Quel pourrait être le rôle de cette activité physique régulière? C'est que quand je fais de l'activité physique, j'ai tendance à augmenter mon niveau d'hepsidine, ce qui pourrait réduire la surcharge en fer liée à une surabsorption du fer au niveau intestinal. J'ai tendance à réduire mon stress oxydant parce que j'augmente mes défenses antioxydantes. L'activité physique régulière, pour peu qu'elle soit faite à basse intensité,
développe les défenses antioxydantes, j'améliore mon conditionnement musculaire. Tout ça ferait qu'en fait, j'améliorerais mon aptitude physique. En règle générale, ma fatigue diminue. Alors, bien évidemment, à l'issue de l'effort aigu, ma fatigue, elle est plus importante parce que j'ai fait un effort physique. Mais sur le long terme, mon impression de fatigue est plutôt diminuée. J'améliore ma santé mentale. Vous savez tous que faire de l'activité physique, c'est bien pour sa santé mentale. Et il se trouve que, pareil, faire un petit peu d'activité physique à basse intensité améliore la densité osseuse. Tout ça limiterait donc la fragilité et le risque de fracture. Et tout ça pourrait augmenter la qualité de vie, à la fois par la réduction de la fatigue, de la fragilité et de l'amélioration de l'aptitude physique. Voilà, ce sont des hypothèses. Tout ça, c'est tout à démontrer. Il n'y a absolument rien dans la littérature. Et ce sera peut-être une aventure pour plus tard. Voilà, je remercie une nouvelle fois Mathilde.